L'homme forgeait du fer depuis des millénaires. Pour obtenir le précieux métal, le forgeron mélangeait du minerai de fer et du charbon de bois. Porté à très haute température, le minerai se liquéfiait. Débarrassé de ses impuretés, cette pâte épaisse et brûlante se transformait en fer. En Europe, au XVIIIe siècle, les objets en fer étaient rares, mais les guerres nécessitaient à cette époque des épées et des boulets de canon. La production de fer devenait de plus en plus lucrative. Des propriétaires terriens, des hommes d'affaires et des aventuriers achetèrent des forges et aussi des forêts pour assurer l'approvisionnement en bois de leurs fourneaux. Avant l'ère industrielle, les forgerons de métier étaient peu nombreux. La main-d'œuvre était constituée essentiellement de paysans qui travaillaient dans les forges quand l'activité agricole s'arrêtait. C'est dans le feu et la sueur qu'ils allaient participer à une révolution industrielle qui allait marquer en profondeur les paysages et des générations d'hommes. Ils sont ouvriers, fils d'ouvriers, anciens patrons ou héritiers d'une grande famille d'industriels. Les témoins de notre histoire ont participé à la grande saga de la sidérurgie. Les métiers de sidérurgiste, parlons du siècle dernier ou même du début du siècle, là, il fallait être très costaud. Hein. Le bruit, la chaleur, la fumée, la poussière, surtout la chaleur nécessitait une grande force. Puis beaucoup de métiers, de la mineur, rattrapeur, forgeron, on tournait les pièces à la main avec des tenailles, vous voyez. Donc ça demandait des gens très costauds. Les paysans étaient un peu formés comme ça, les viticulteurs aussi, hein. Les vignerons aussi, hein, et ça suffisait à l'époque. Hein. Je pense, si vous voulez, que ceux qui étaient dans le minerai de fer, dans la sidérurgie, en 1870, 1900, jusqu'à une période plus récente, avaient non seulement le sentiment, mais la conviction qu'ils étaient au cœur, si vous voulez, de la croissance, entre guillemets au bon sens du terme, d'un pays ou d'une région. Ensuite, si on veut arriver à la période actuelle, aujourd'hui, les gens qui sont dans l'électronique et dans l'informatique savent qu'ils sont en train de, sans savoir où ça ira, de créer le nouveau monde des l'an 2010, 20, 30, etc. Et à l'époque, et c'est pour ça que probablement les gens étaient très fiers et très heureux finalement, même si les conditions de travail ne devaient pas être tristes, hein, de vivre dans ce milieu, il savait que il faisait partie de ceux qui construisaient le monde. L'histoire a retenu le nom de quelques familles. En Allemagne, les dynasties Thyssen et Krupp se partagèrent la Ruhr. En France, la famille de Wendel s'installa en Lorraine, à cheval sur la frontière franco-allemande, et la famille Schneider sur le territoire du Creusot, un bassin minier au centre de la France. Depuis la révolution industrielle jusqu'au milieu du XXe siècle, ces patrons sidérurgiques que l'on appelait communément les maîtres de forge allaient peser de tout leur poids sur le développement de l'économie européenne, mais surtout sur la vie des habitants de régions entières. Aujourd'hui, nos sociétés portent encore les traces de ces bouleversements techniques, culturels et sociaux. J'avais le choix. Mon père m'a toujours dit que j'aurais le choix de faire ce que je voulais dans la vie. Mais quand on vous laisse le choix et qu'on est élevé dans quelque chose d'aussi impressionnant que l'acier, oui, je pense que tout naturellement, j'aurais été maître de forge. Il faut aussi savoir comment on vivait à l'époque. C'était encore de manière simple et modeste. Et l'important, c'était la concentration sur un but, l'entreprise. Sans cesse l'entreprise, l'entreprise. La famille venait après. Tout était fait pour le bien-être de l'entreprise, et c'était très caractéristique non seulement de l'époque, mais également très caractéristique de Friedrich Alfred Krupp. Évidemment, la vision dépend avant tout du tempérament des hommes. Donc vous avez eu en fait des hommes qui sont succédés qui avaient des tempéraments différents. Ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient très axés sur l'innovation technologique. C'est-à-dire que tous ont eu ce point, c'est qu'ils ont, pour leur génération, en fait, introduit ce qui était une innovation dans la façon de faire, de faire du métal.
Vers 1850, le fer anglais domine le marché. Pour le fabriquer, les Anglais avaient remplacé le charbon de bois par la houille, un charbon de terre plus économique. Les maîtres de forge allemands et français arrêtèrent peu à peu de défricher les forêts et se lancèrent dans l'exploitation des mines de charbon. La production en masse d'objets métalliques était dorénavant possible. Le capitalisme sidérurgique était né. Cette révolution industrielle allait engendrer deux nouveaux mondes, celui des patrons et celui des ouvriers. La naissance et l'expansion du chemin de fer donnent aux maîtres de forge l'opportunité de développer leurs affaires. Dans les usines, les ouvriers fabriquent des roues et des milliers de kilomètres de rails. L'approvisionnement et l'acheminement du charbon et du minerai de fer deviennent stratégiques. Les maîtres de forge achètent des mines et construisent à proximité d'immenses complexes industriels où très vite, des dizaines de milliers d'ouvriers vont travailler. Mon cher ami, depuis hier, nous sommes en Allemagne, sur le Rhin. Après une journée vaseuse sur un fleuve très large, sur des rives désespérément plates sans caractère, on découvre une ville de cheminées, de dômes crachant des flammes, une fonderie gigantesque dans laquelle travaillent jour et nuit 24 000 ouvriers. On est descendu jusqu'aux usines à la nuit tombante. Comment vous dire l'impression de ces châteaux de fonte, de ces cathédrales incandescentes, de la merveilleuse symphonie des courroies, des sifflets, des formidables coups de marteau qui vous enveloppent. Partout un ciel rouge, sombre et ardent. Là-dessus un orage a éclaté. Ce que tout cela est musical. Aussi bien j'ai l'intention de m'en servir. Maurice Ravel, 1905. C'était vraiment la grosse industrie. Hein. Quand les sirènes sonnaient, il y avait plusieurs portes. Il y avait 8 portes au creusot de l'usine. Quand les ouvriers sortaient, c'était la masse dans les rues. Hein. La sirène sonnait 10 minutes avant le début du travail, hein, pour dire préparez-vous à ceux qui étaient vraiment sur place. Puis comme nous, on était un petit peu plus éloignés, on était à une dizaine de kilomètres, quand on entendait la première sirène, on était déjà en retard. Hein. Et la deuxième sirène, 10 minutes après, le gardien fermait la porte. Et puis le gars qui se pointait avec son véhicule ou à pied en courant, ben, il avait droit à un petit carton qu'il devait donner à son agent de maîtrise pour lui enlever le temps sur sa journée. À l'usine, le travail est divisé, surveillé et encadré. À chacun son poste et sa place dans la hiérarchie. Au sommet de la pyramide, on trouve le directeur. Souvent ingénieur, il chapeaute les aspects techniques de la fabrication. Sous ses ordres, des chefs d'atelier et de service veillent au suivi de ses directives. Le contremaître est le rouage principal du système. Choisi pour son expérience, c'est lui qui dirige les ouvriers sur le terrain. Les manœuvres sont à l'échelon le plus bas de cette hiérarchie. Ils sont les plus nombreux, les moins payés, et ceux dont les conditions de travail sont les plus pénibles. À l'époque, les travaux à l'usine étaient terriblement durs. Il fallait tout transporter à la main. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton pour mettre 3 ou 4 tonnes de chaux dans le creuset.
Avant, c'étaient des hommes qui couraient en cercle 8 heures durant avec des pelles. Ils couraient devant la chaleur du four, puis au dehors dans le froid et à nouveau devant le four. Celui qui jetait le minerai était quelqu'un d'important. Quand il jetait une pelle de minerai, ça provoquait une flamme énorme. Et celui qui venait après avec la pelle chaude prenait cette flamme en plein visage. C'est pour vous dire qu'il y avait une certaine hiérarchie. Ceux qui jetaient le minerai étaient plus importants que ceux qui jetaient la chaux. Et les fondeurs, eux, il fallait les vouvoyer. C'était vraiment un cercle très fermé. La hiérarchie allait plus loin. Par exemple, le contremaître, il y a 50 ans, c'est le gars qui était en costard avec le chapeau. Il passait dans les travées, voir ses ouvriers travailler. Il avait énormément de pouvoir. Le gars lui mettre une réprimande comme ça, essayer de le mettre à la porte, etc. Mais les gens étaient très respectés, le contremaître très respecté, le chef d'atelier, bien sûr, le chef de service, le directeur, c'était des monuments. Pour le fondeur, les différentes tâches de travail se situaient autour du haut fourneau. C'était la coulée, c'est-à-dire l'ouverture, et la fermeture du haut fourneau. Il fallait faire toute la mise en place du système de rigole à chaque fois, car après chaque coulée, il y avait la fonte et les scories qui s'incrustaient sur les bords. Il fallait les enlever, les casser, avec des tiges en acier et des marteaux. Il ne fallait pas rester plus de 30 secondes à côté des rigoles, sinon les vêtements prenaient feu. Avec l'expérience, on devine à quel moment il faut quitter les rigoles pour que rien de grave n'arrive. Et quand ce n'est pas fini, c'est un collègue qui prend le relais, toujours en faisant terriblement attention à ne pas risquer sa peau. Au laminoir, c'était pareil, hein, les gars, c'était tout à la tenue, c'était tout manuel. Et on n'avait pas de gants dans le temps. Alors, des fois, le gars qui était au palan, qu'on amarrait une pièce, ben, des fois, la chaîne, quand elle était vers le four, quand on amarrait la pièce, on mettait la tenaille, on mettait une espèce de tourne à gauche pour tourner la pièce. Eh bien, le gars, il se brûlait les doigts, des fois. Alors, il faisait un saut, et puis la chaîne, il la roulait un peu dans le seau d'eau. Les chaussures, c'était des sabots. C'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Ils n'étaient pas confortables comme des chaussures, mais le sol dans la fonderie était brûlant autour des rigoles. Si vous aviez porté des chaussures en cuir, avec la chaleur, elles auraient rétréci, ce qui aurait posé un gros problème. Avec des chaussures en bois, le problème ne se posait pas. Mais alors, sous ces sabots, il fallait sans cesse clouer de nouvelles planches, des planches d'environ 3 cm d'épaisseur. Et ces planches devaient être changées tous les 2 jours, parce qu'elles étaient tout le temps cramées, ce qui prouve bien à quel point le sol était brûlant. Pour ceux qui travaillent près du feu dans les hauts fourneaux et les laminoirs, la vie est soumise à la cadence continue et épuisante de l'usine. La presse ouvrière relate régulièrement les conditions de travail déplorables et les accidents du travail. Un drame vient de se dérouler aux aciéries de Longwy. Un jeune mousse au laminoir continu, âgé de 14 ans, a eu le corps transpercé par une barre de fer rouge de 13 mm de diamètre. Les conditions de ce terrible drame sont tenues cachées par la direction.
Depuis le début de la révolution industrielle, les femmes, les enfants et parfois des familles entières travaillent à la mine ou à l'usine. Depuis 1840, la France et l'Allemagne interdisent le travail des enfants âgés de moins de 10 ans. Mais passé cet âge, les enfants constituent une main-d'œuvre exploitable. Ils travaillent souvent 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. C'était un travail dangereux, il faut le dire. Pendant chaque coulée, il y avait aussi ces vols d'étincelles. On les appelait les puces, parce qu'elles brûlaient et pinçaient terriblement. Et ces puces, on les avait sur le cou ou dans la nuque, et on avait toujours des brûlures au ventre, au dos. C'était pas agréable, mais bon, ce n'était que de petites blessures. Il y avait évidemment des choses beaucoup plus graves, mais on n'aime pas tellement en parler, n'est-ce pas? On pense toujours au passé, et je dois vous avouer que ce n'était pas un travail très reluisant. Physiquement dur, des hautes températures, des vapeurs et des poussières, des efforts énormes. Alors pourquoi on l'a fait? Mais pour ce cher argent, on voulait avoir de l'argent, et c'est pour ça que j'ai atterri là-dedans. On était des hommes, parce qu'on savait affronter le danger, la poussière, Bon, il y avait cette conception qu'on retrouve partout, jusqu'au jour où on attrape une maladie ou un accident grave. On appelait ça rattrapeur. Quand on faisait des produits dans des barres, vous voyez, la barre, elle passe par des créneaux dans un cylindre, elle passe, elle va, elle revient dans des cylindres de plus en plus petits pour l'allonger. Ben, le gars, pour la remettre dans le droit chemin, il la chope avec une tenaille au vol et il la remange dans le laminoir. Vous voyez la force physique qu'il faut, puis il ne faut pas la louper en plus. Hein. Enfin, elle n'allait pas à 50 à l'heure, mais il la plante comme ça, puis il la remet dans son canal. Et comment voulez-vous que ce gars-là il dure longtemps. Donc, le problème, c'est que ces gens-là, ils commençaient à 14 ans. L'athlète était à 65 ans. Quand ils avaient fait ça, 51 ans, ils étaient morts. L'espérance de vie de ces gens-là, c'était 3-4 ans. Tandis que la révolution industrielle bat son plein, en 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Un mois après le début du conflit, les Prussiens sont aux portes de Paris. Le 10 mai 1871, l'Empire français est vaincu. La Prusse annexe l'Alsace et la Lorraine. Des usines françaises se retrouvent du jour au lendemain en territoire germanique et des industriels allemands, comme August Thyssen, construisent de nouvelles usines en Lorraine. Les canons Krupp sont les grands vainqueurs de la guerre de 1870. Alfred Krupp ne pouvait pas rêver meilleure publicité. Les commandes affluent du monde entier et l'empereur allemand Guillaume Ier se rend lui-même chez Krupp pour choisir de nouveaux canons. C'est à cette époque que l'État français demande à la firme Schneider de forger les canons de la revanche. Certains accusent les maîtres de forge d'être des marchands de mort et de préparer une nouvelle guerre. Monsieur Schneider répond: Voyons, ce ne sont pas des instruments de mort, au contraire, puisque ça fait vivre 500 000 hommes qui les astiquent du matin au soir et qui sont payés pour ça. Ce sont des instruments de vie.
La course à l'armement vient de commencer entre les firmes Schneider et Krupp. Elle va durer 3 générations. L'ancien Krupp faisait les choses plutôt au hasard, de manière irresponsable. Il servait celui qui était au pouvoir, hier l'empereur, demain la République. Il se foutait complètement pour qui il fabriquait les canons. Le principal, c'était qu'il les vende. Krupp vendait les canons aux Allemands, les plaques de blindage aux Français, et ensuite il vendait les plaques de blindage aux Allemands pour qu'ils se protègent des Français. Ça lui était complètement égal avec qui il faisait de l'argent. Et les hommes au pouvoir l'ont toujours financé et défendu, parce qu'ils avaient besoin de lui. Il était vraiment très puissant. Tous les gouvernements furent d'importants clients d'armement, mais surtout de matériel de paix. Il est important de préciser qu'à l'exception des périodes de guerre, la production de l'entreprise Krupp était constituée à 80% de produits de paix. C'est toujours fascinant de se rendre compte que tous les trains circulant au XIXe siècle étaient équipés de roues fabriquées par Krupp. C'était un marché gigantesque. La richesse provient de là. Mettre toujours les armes en avant était plutôt un effet de relations publiques. Alfred l'avait déjà bien compris quand il disait « Avec les armes, tu gagnes de l'attention et un public ». Il allait aux expositions universelles et c'était toujours spectaculaire. Mais la vraie richesse, l'entreprise l'a accumulée en temps de paix, toujours et seulement avec des produits de paix. Est-ce que les ouvriers étaient conscients de ce qu'ils produisaient à l'époque et de ce qu'on pouvait faire avec ces produits? Je ne suis pas convaincu qu'ils en avaient conscience. Je ne pense pas que ça allait si loin. Je ne crois pas que celui qui était dans son atelier ou au haut fourneau avait conscience que ce qu'on fabriquait allait mettre d'autres peuples en danger. Mais les canons, c'était bien avant moi. Hein. Et j'ai jamais entendu mon père dire c'est con que Schneider fabriquait des canons, il s'en foutait. Du moment qu'il gagnait sa croûte chez lui, fabriquer des canons. Non, pas beaucoup de... Je pense pas que les gens aient beaucoup d'état d'âme. Non, pour nous, Krupp, De Wendel, Schneider, c'était les grands capitaines d'industrie, quoi. Hein? C'est des gens qui ont inventé, qui ont développé, qui ont fait évoluer, qui ont embauché du personnel, qui ont donné beaucoup de boulot à beaucoup de gens. Pas toujours bien payés, pas toujours des bonnes conditions. Mais ça, on ne le voit en général qu'après. Ou alors avec un esprit déjà un petit peu vindicatif. Le gars qui a déjà une norme de délayé à 18 ans, il sent des choses comme ça. À la fin du XIXe siècle, des grèves très dures éclatent en Allemagne et en France. Partout en Europe, les idées socialistes font leur chemin parmi les ouvriers. Les syndicats, qui sont autorisés depuis peu, réclament des augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail et l'abolition du système des amendes que le patronat inflige aux ouvriers pour tout manquement au règlement. En réponse à ces revendications, les maîtres de forge pourchassent les militants socialistes et n'hésitent pas à briser les grèves avec l'aide de la troupe. À vrai dire, Krupp était un ennemi des syndicats. Pendant la grande grève des mineurs de 1889, il écrivait une note à ses directeurs, genre « Messieurs les directeurs », pour faire publier des affiches sur lesquelles il était écrit que dans ces usines, les grèves étaient interdites. Et ça finissait toujours avec la même phrase. Tant que je suis et que je reste patron dans ma propre maison. An die Herren Direktoren. Ich habe Einsicht genommen über den Stand der Sozialdemokratie in unserem Bereich und finde denselben unerhört und empörend. In der Zeit, wo die Arbeiter gehätschelt werden mussten, um die Arbeit ausführen zu können, ist die Saat des jetzt verbreiteten Geistes der Vernichtung des Bestehenden unter ihnen aufgewuchert. Zuerst will ich einmal keinen einzigen Hund mehr auf den Werken haben. In 3 Wochen darf nicht ein einziger mehr von der ganzen Bande bei uns sein. Ohne alle Rücksicht auf Stellung und Geschicklichkeit. Gekündigt soll werden. Dies muss einzeln geschehen und zu verschiedenen Stunden im Beisein von Polizei.
Kein Zweifelhafter soll Wohnung behalten und wenn die Hälfte auch leer stehen müsste. Ich will reine Bahn und nur Treue. Alfred Krupp. Après les grèves, 2000 licenciements par jour. En 1900. Alors, tous n'étaient pas définitivement à la porte. Ils rembauchaient. Mais à l'embauche, il y avait le filtre. On comprend? Ensuite, 2000, ils en prenaient peut-être 1800 ou 1900. Mais, alors, la crainte, elle venait de ça aussi. Pas me faire foutre à la porte. Tu avais dans les archives, tu trouvais s'il pouvait y avoir. À la porte, dans les années, je sais pas moi, 1920 ou... Motif. Chantait la Carmagnole en rentrant dans l'atelier. Ou même la Marseillaise. Licencié, motif, grève le 1er mai. Le patron de l'époque était un Eugène II, c'était leur 3e génération, un patron de combat, hein, qui a décidé qu'il n'y aurait plus de grève au Creusot. Et pendant 40 ans, il n'y a pratiquement pas eu de grève au Creusot. Hein. Il a fait régner sur le Creusot une chape de plomb. On dit souvent que la famille Schneider a régné 130 ans sur le Creusot. À un journaliste qui l'interroge au sujet du socialisme, M. Schneider répond: Mais enfin, voyons, qu'est-ce que c'est que le socialisme? On dit qu'il voudrait supprimer le patronat, ou plutôt les privilèges exagérés des patrons. Ah, je n'entends pas être supprimé. Ne faut-il pas une tête pour penser? Un corps, quel qu'il soit, peut-il se passer de la pensée? Pensez-vous qu'il ne faut pas de l'argent pour faire marcher une entreprise comme celle-ci? À côté du directeur, de la tête, il y a le capitaliste qui apporte la forte somme. Et oui, le capital qui alimente tous les jours les usines en outillage perfectionné. Le capital sans lequel rien n'est possible, qui nourrit l'ouvrier lui-même. Les théoriciens prétendent qu'il est injuste que ce capital, qui est le produit du travail des ouvriers, augmente indéfiniment. Il n'y a pas de maximum. Ça n'a pas de borne. Henri Schneider, 1892. De nombreuses inventions techniques avaient participé à l'essor du capitalisme sidérurgique. L'une d'elles avait transformé l'économie de la Lorraine. Le minerai lorrain, pauvre en fer, ne permettait pas d'obtenir un acier de bonne qualité. Mais en 1877, un ingénieur anglais, Sidney Thomas, avait trouvé le moyen d'obtenir un acier performant à partir de ce minerai. Peu de temps après cette découverte, et pour le plus grand profit des maîtres de forge, des milliers d'hommes attaquent les collines à coups de pioche. Pour les industriels, la Lorraine est devenue un véritable Eldorado. Cet accroissement de la production demande encore plus de bras. En Allemagne, les paysans continuent à rejoindre les sites industriels. En France, la grande majorité des paysans sont des petits propriétaires qui refusent de travailler à l'usine. Ce sont donc des Belges, des Luxembourgeois, des Polonais, puis des Italiens qui traversent les frontières et viennent grossir les rangs des ouvriers et des manœuvres. Ces hommes arrivent seuls, sans vrai désir de s'installer. Ils vendent leur force de travail au plus offrant et n'hésitent pas à quitter une usine pour une autre. Retenir cette main-d'œuvre volatile devient l'obsession des maîtres de forge. L'un d'eux écrit: Voilà plus de 15 ans que j'ai émis l'idée de faire venir des Chinois. Je n'hésiterai pas à fréter un navire pour en ramener, quand bien même il faudrait créer un atelier spécial de fabrication de cercueils pour leur retour là-bas. Il fallait regrouper physiquement toutes les compétences dont on avait besoin pour assurer un projet, y compris un projet sidérurgique, ce qui veut dire qu'il fallait s'occuper, comme disent certains, « from the cradle to the grave », je parle anglais, mais ça veut dire du berceau à la tombe, s'occuper d'une population, et ça a été le cas des sidérurgistes, qui ont marqué l'urbanisme, notamment en Lorraine, de manière durable, parce que ça se voit encore, parce que c'était une des conditions leur permettant d'abord d'attirer du monde, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup de bras, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et deuxièmement, de s'assurer que ce monde, il restait disponible, y compris de génération en génération.
au profit, entre guillemets, c'est-à-dire au service finalement d'un projet qui était le projet industriel. Pour Alfred Krupp, l'aspect social faisait partie de sa stratégie d'entreprise. Il a très tôt compris, et en plus à une époque où il était pratiquement le seul, qu'il est important qu'un ouvrier se sente bien, en sécurité, et qu'il faut lui donner les moyens de se détendre, des loisirs. Alors cet ouvrier sera plus utile à l'entreprise. Je pense que pour eux, c'était une forme d'idéal. C'est-à-dire, on est les patrons, on tient à ce qu'on fait, on sait qu'on ne peut pas le faire seul. Les gens qui participent à ça doivent avoir la vie la mieux possible. Bon, dans une certaine discipline forcément, sinon ça ne marche pas, mais ils doivent avoir la vie la mieux possible. C'était vraiment très important de rentrer chez Krupp. Pas seulement parce que le salaire était payé ponctuellement chaque mois, mais parce qu'il y avait tout un encadrement. Il y avait des magasins spéciaux pour le personnel Krupp. Il y avait des bains-douches, des lavoirs, des soins médicaux, des brasseries. Toutes ces attentions, c'était pour que les gens restent à Rheinhausen. Avant, c'était un tout petit village. Rheinhausen était vraiment un bled comme Trompet, Frimersheim. Tous ces petits villages sont devenus une ville énorme. Aujourd'hui, 80 000 personnes vivent ici. Évidemment, on voulait fixer les gens, on voulait les garder dans cette ville. C'est ce qui explique l'engagement social de Krupp. Pour que les ouvriers journaliers qui partaient du jour au lendemain ailleurs restent et amènent avec eux leur famille. C'était évident pour beaucoup. Quand tu commençais chez Krupp, tu y restais pour toujours, parce que là, tu étais bien. Maternité du Creusot, Schneider. J'étais à l'école Schneider, j'ai travaillé Schneider. Mon père est né. Ah non, il est né à Schneider. Même parcours. Mon arrière-grand-père, j'en sais rien. J'en sais rien. Le Staline était le petit père des peuples, puis l'autre, il était le petit père du Creusot. L'hôpital, la maternité, les écoles. Et on recevait une bonne formation, hein. Tu vois? Alors, la crainte et le respect. Tu vois, c'était le patron. Il y a toujours eu des patrons, il y en aura toujours. Autant avoir celui-là. Pourquoi aller ailleurs? Je suis logé. Je suis soigné. On ne me demande pas de nom. Soigné gratuitement, vous vous rendez compte? Les Américains ne sont pas encore là. Avant la guerre de 40, au Creusot, les gens étaient soignés gratuitement. On s'est basé sur la mutuelle Schneider pour faire la sécurité sociale. Donc, les gens, si vous voulez, vivaient dans un cocon. L'expansion des villes industrielles est si rapide que les municipalités ont du mal à faire face aux dépenses d'équipement. Les maîtres de forge payent et en échange placent leurs hommes aux postes clés de la ville. Les barons du fer rachètent tous les terrains disponibles et construisent dans un premier temps de grands dortoirs pour loger leurs ouvriers. Pour tous ceux dont le savoir-faire est indispensable au bon fonctionnement de l'usine, le patronat décide de bâtir des maisons. Dorénavant, les mineurs de fer, les ouvriers, les contremaîtres et les ingénieurs auront chacun leur quartier. Mais les manœuvres, les plus nombreux et les moins qualifiés, n'ont droit à rien. Ils habitent dans des baraques ou des bidonvilles. C'est ainsi que l'organisation hiérarchique de l'usine déteignait sur la ville. Le patron, connaissant l'habitude des Creusotins qui étaient d'origine paysanne, ce qu'il fallait, c'est avoir son jardin, son potager, hein, avoir ses légumes.
toutes les cités qui sont faites au Creusot, maison double, maison à double logement, encadrée par 2 potagers. Vous pouvez faire naviguer dans tout le Creusot, vous voyez, toutes ces maisons sont faites comme ça. Au Creusot, pas de HLM avant 1960. Vous savez, l'ouvrier qui a sa petite maison, son jardin, est moins revendicatif. Moins revendicatif, il n'a pas tendance à aller au café ou aller à s'occuper de choses dont le patron ne tenait pas du tout à ce qu'il s'en occupe, c'est-à-dire le syndicalisme, le mouvement ouvrier. Voilà. Règlement de la cité ouvrière, article 4. Dans le cas où, pour une cause quelconque, un ouvrier cessera le travail dans l'entreprise, il cessera d'avoir le droit d'occuper son logement au jour même de la cessation du travail. Et il devra évacuer les lieux corps et biens dans les 8 jours. Il ne sera payé qu'après avoir rendu son logement. Alors, mon père me disait, par exemple, tu ferais attention aux chiens jaunes. Chien jaune, c'est un gars qui habitait dans le dessus de notre rue, puis qui avait un chien jaune. Mais c'était un mouchard. Alors, ceux-là, ils mouchardaient à la direction. Et dans tous les quartiers, il y avait un mouchard. Il y avait tout un système d'agents qui allaient dans les cafés, dans les réunions, dans les spectacles, qui écoutaient ce que disaient les ouvriers, et il y avait des rapports, et quand on était un peu trop, non pas dans le courant ordinaire, mais je veux dire, c'était le renvoi. Les ouvriers récalcitrants sont licenciés, les plus méritants décorés de la médaille du travail. Du berceau à la tombe, en passant par l'école ménagère destinée à préparer les jeunes filles à devenir des épouses modèles, le contrôle des maîtres de forge sur la ville est total. L'usine est une grande famille unie autour du patron, un père tout-puissant dont la figure orne les églises. C'était une mégapole. Là où je travaillais, l'usine s'est introduite comme les bras d'une pieuvre à l'intérieur de la zone résidentielle, en y installant des unités autonomes. Au final, ça ressemblait à une ville industrielle. Et les habitants étaient composés uniquement de gens qui étaient là pour l'usine. Les structures familiales s'ajustaient à ces contraintes et devenaient moins mobiles. Elles étaient prisonnières de l'usine et le restaient pendant plusieurs générations. Une vie, à vrai dire, où l'homme n'a aucune liberté. Malgré tout, comme c'était parfois le cas avec les esclaves, il y avait identification, parfois même sur-identification avec celui qui propose du travail. Peu de gens à cette époque-là dénonçaient les inconvénients du partenariat. Enfin, vous êtes exploités, les gars, là. Hein. Vous voyez pas, vous êtes menés comme des moutons. Hein. On vous emmène à la messe, au machin, truc. Chose. Les gens, à mon avis, ne s'en rendaient pas compte. Ou s'ils s'en rendaient compte, ils disaient, oh, c'est pas pire qu'ailleurs. Hein. Voilà. Ce n'est pas par esprit de père vis-à-vis de ses enfants, c'était pour pouvoir offrir un plateau, pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre en suffisance, pour pouvoir exploiter ce bassin, cette mine d'or qu'on avait sur les pieds, et même si ce n'était pas de l'or, c'était du fer, mais qui permettait de faire des profits formidables. Au début du XXe siècle, le fer est devenu le symbole de la modernité. L'Europe compte 1 million de sidérurgistes. Une formidable machine industrielle est en marche. Quand la Première Guerre mondiale éclate, les barons du fer sont les industriels les plus puissants du monde. Sur les champs de bataille, c'est un déluge de fer et de feu.
On compte 9 millions de morts et 20 millions de blessés. Cette guerre est le premier massacre industrialisé de l'histoire. La France victorieuse interdit à l'Allemagne de fabriquer des armes et lui réclame, au titre des réparations de guerre, une grande partie de ses productions d'acier et de charbon. Mais en 1923, l'Allemagne ne paye plus. En représailles, les Français et les Belges vont se servir et occuper la Ruhr. 6 ans plus tard, en 1929, un crash boursier frappe durement les États-Unis. Pour les industriels allemands qui avaient bénéficié des investissements américains, c'est une catastrophe. L'Allemagne plonge à son tour. La misère et les dissensions au sein de la gauche allemande favorisent l'arrivée au pouvoir du parti nazi. Tout le monde était au chômage à l'époque. On était content d'avoir du travail. C'était ça le problème. Et aujourd'hui encore, le monde entier nous le reproche, à nous les Allemands. Pourquoi Hitler est-il arrivé au pouvoir? Hitler est arrivé au pouvoir parce qu'il a donné du travail et du pain. Et le travail et le pain, c'était l'armement. La grande industrie de l'armement et tous ces grands industriels ont joué le jeu. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Je me soumets à l'État légitime. Moi aussi, je le fais aujourd'hui. Que je sois de son opinion ou pas, je me soumets aux lois. C'est là qu'est le drame de la vie de Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Il a été éduqué sous le Second Empire allemand, fidèle à l'empereur jusqu'à la moelle, avec une préférence pour la monarchie. Et malgré ça, il était un serviteur loyal de la République de Ebert, de Brüning, et aussi du gouvernement de Hitler, après son accession légitime au pouvoir. En 1936, le chancelier Adolf Hitler confie à Hermann Göring, son bras droit, la direction du plan de 4 ans. Un plan dont l'objectif est de relancer l'économie et surtout de réarmer le pays. Le gouvernement impose aux industriels le financement du parti nazi et les contraint à freiner leurs exportations de manière à produire uniquement pour l'Allemagne. Gustav Krupp, ainsi que les autres industriels, sont en désaccord avec cette politique d'autarcie. Mais le réarmement est pour eux un immense marché. Pour produire les avions, les bateaux et les chars, des milliers de tonnes d'acier et de fer en fusion traversent les laminoirs. La sidérurgie allemande tourne à plein régime. En septembre 1939, l'armée allemande envahit et occupe progressivement une grande partie de l'Europe. Les usines de tous les pays occupés devront dorénavant travailler pour l'Allemagne. Mon père, qui était à Paris, part immédiatement pour le Creusot. Et il reprend en main cette affaire qui est... c'est extrêmement difficile parce qu'il faut à la fois gérer ça. Les Allemands, c'est en zone occupée, les Allemands sont là. Il faut à la fois fabriquer quelque chose et en même temps fabriquer le moins possible, de la moins bonne qualité possible, avoir le moins de hauts fourneaux qui marchent. Donc l'usine a travaillé pour les Allemands. Et il y avait des officiers allemands qui surveillaient la production. Et alors, Stroh, le directeur, recevait des lettres de plus en plus méchantes de la part des Allemands, l'accusant de ne pas sortir ces locomotives assez vite. Alors, les réponses de Stroh qu'on a, parce qu'il parlait parfaitement l'allemand, c'était vous m'avez envoyé mes meilleurs ouvriers au STO en Allemagne. Alors ça, c'était une justification. La vérité, c'est que quand la locomotive était presque prête, les gars, pendant la nuit, allaient fourrer des poignées de sable dans les boîtes à graisse. Hein. Donc, on ne pouvait pas sortir beaucoup de locomotives. Et puis, les Allemands en ont eu tellement marre qu'ils ont déporté Stroh et le chef d'atelier des locomotives.
La sidérurgie française travaille à 100% pour l'Allemagne. Et pourtant, dès 1941, le Reich est confronté à un double problème. L'armée allemande manque de soldats et l'industrie de guerre a besoin d'ouvriers. C'est dans les pays occupés, sur les champs de bataille et dans les camps de concentration que l'État nazi et les industriels allemands trouvent les hommes qui leur font défaut. Depuis le début de la guerre, Krupp n'était plus autonome, mais sous la coupe du ministère de l'Armement de Speer, comme toutes les autres entreprises. D'ailleurs, c'était le cas en France aussi. En période de guerre, c'est le gouvernement qui décide de ce qui doit être produit. Mais c'est aussi le gouvernement qui débauche les ouvriers pour les envoyer se battre au front et en faire des soldats. Alors, comment assurer la production? Ce qui a sauvé Krupp au début, ce sont les travailleurs étrangers, venus de France par exemple, que l'entreprise employait dans de très bonnes conditions, donc ils venaient volontiers. Et puis ça s'est compliqué. Le ministère de l'Armement mettait à disposition des entreprises des prisonniers de guerre de France, de Hollande et ainsi de suite. Ils étaient payés autant que les travailleurs allemands, même mieux. Ils recevaient de surcroît des indemnités d'éloignement et étaient vraiment traités de la même façon. Le problème, c'était ceux qu'on appelait les ouvriers de l'Est. En fait, tous les ouvriers étaient traités de la même façon, sauf les ouvriers de l'Est, qui, eux, vivaient dans des camps de concentration gérés par la Gestapo. On ne sait pas exactement combien de prisonniers de guerre et travailleurs forcés étaient à Essen, mais je suppose qu'il y en avait environ 80 000. Il faut savoir qu'il y en a qui ne restaient pas longtemps à Essen, car ils étaient déportés dans une autre ville. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient transférés à Essen sur l'ensemble des usines. Mais je pense que le chiffre de 80 000 n'est pas exagéré. Ici, à Essen, nous avions 2 camps externes provenant du camp de concentration de Buchenwald. Dans celui qui était dans le centre d'Essen, il y avait les hommes, les prisonniers de Buchenwald, de nationalités différentes. Mais nous avions aussi un camp de femmes, intitulé KL, Camp de concentration Buchenwald, SS Commando de travail Fried Krupp. Il était intitulé officiellement comme ça par les nazis. Dans une lettre à en-tête de la firme Krupp, un employé écrit: Wir benötigen für unsere Einsatztruppen noch dringend 10 Ochsenziemer oder andere Schlagwaffen. Da wir erfahren haben, dass sie derartige Artikel noch vorrätig haben, bitten wir Sie, dem Überbringer der vorliegenden Nachricht 10 Exemplare auszuhändigen. Time to make planes and more planes, bombers and fighters. Faster, more powerful than any the world had ever seen. Time to make guns, and more guns, shells, and more shells, tanks, and more tanks. Time to gather the huge strength which was ours, to pour the great riches of American earth into the cauldron of war. Pour gagner cette guerre, les Américains sont persuadés qu'il faut détruire la puissance sidérurgique allemande, c'est-à-dire la Ruhr. Le 8 mai 1945, le jour se lève sur des montagnes de gravats et de fer tordu. L'Allemagne est vaincue. En un siècle, les maîtres de forge avaient bâti des villes et les armes pour les détruire. La sidérurgie avait été au cœur des 2 plus grands conflits de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale s'achève, l'Europe doit être reconstruite, et les hommes du fer ignorent qu'ils vont vivre les bouleversements les plus importants de leur histoire.